Au cours des 20 dernières années, les parlements du monde entier ont enregistré une présence croissante des femmes et l'Afrique n'a pas fait exception. En 2019, 16 États africains figuraient parmi les 36 États dont le Parlement avait atteint le seuil de 30% de sièges occupés par des femmes. Cette présence féminine est-elle une garantie de changement? Comment faire entendre la voix des femmes dans la prise des décisions à l'Assemblée nationale? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Parole des femmes. Députée nationale élue de la circonscription de la Lukunga pour le compte de l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Solange Masumbuko Nyenyezi se dit être ouvrière du peuple à travers sa plateforme dénommée Action pour le développement et l'autonomisation des communautés africaines, ADIAC en sigle. Elle développe des stratégies pour booster l'émergence des communautés vulnérables. Elle nous en parlera tout à l'heure, ce sera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant, comme à l'accoutumée, le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Parole des femmes. Ce soir, nous reviendrons sur la présence des femmes à l'Assemblée nationale. Ce sera en compagnie de Solange Masumbuko Nyenyezi, députée nationale élue de la circonscription de la Lukunga, ici à Kinshasa bien entendu, pour le compte de l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Avec elle, nous parlerons de la place qu'occupe la femme au Parlement, ainsi que du rôle qu'elle y joue et pourquoi pas des changements à y apporter. Et ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. L'image de la femme africaine comme pilier inamovible de sa communauté est un archétype qui transcende les frontières nationales et qui s'est longtemps arrêté au seuil du monde de l'entreprise ou de la politique, du moins jusqu'à récemment. En effet, l'année 2019 aura été celle d'avancées historiques en matière de leadership féminin en Afrique subsaharienne, tant dans le secteur public que privé. En tant que femmes africaines travaillant dans le développement, nous nous réjouissons de voir toutes années de promotion de l'égalité des sexes se refléter enfin dans la classe dirigeante africaine. Selon l'Union interparlementaire, dans les 75 assemblées législatives que compte le continent, en recense 16 femmes au perchoir. Et ces pays sont la République démocratique du Congo, la Gambie, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Togo, l'Ouganda, la Guinée équatoriale, le Swaziland, l'Éthiopie, le Gabon, le Lesotho, le Libéria et le Zimbabwe. La région est aujourd'hui en deuxième position après l'Europe qui compte 17 femmes présidentes de Parlement sur 70 instances législatives. Sa situation contraste fortement avec celle d'Asie qui en compte 8 et de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord qui n'en possède qu'une. Actuellement, la plupart des pays africains ont au minimum instauré un quota de femmes qui réserve spécifiquement des sièges aux femmes dans leur parlement, au-delà des quotas d'inscription sur les listes imposées par la loi fixée par les partis politiques. Dans ces pays, l'augmentation du nombre des femmes dans les assemblées ne se limite pas à cocher la case de la parité des sexes, mais permet à celle-ci de jouer un rôle de premier plan dans la défense des politiques d'égalité entre hommes et femmes et aussi d'améliorer la coopération par-delà les clivages de partis et d'ethnies. Ces politiques de genre contribuent donc à remettre en question les lois discriminatoires, à renforcer l'attention accordée aux questions sociales et à lever les obstacles juridiques à l'accès des femmes aux services et aux débouchés économiques. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre. Et comme nous l'avions annoncé, ce soir, nous sommes en compagnie de l'honorable Solange Masumbuko Nyenyezi, députée nationale, on l'a dit, élue de la circonscription de la Lukunga, ici à Kinshasa, pour le compte de l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Elle nous parlera justement de ses nouvelles responsabilités en tant que parlementaire et pourquoi pas des défis à relever. Bonsoir honorable. Merci de répondre à l'invitation de Parole des femmes. Nous profitons parce que vous êtes en vacances parlementaires.
Exact. Oui, pour essayer un peu d'échanger avec vous par rapport, pourquoi pas, à la place qu'occupe la femme au Parlement, ainsi que le rôle qu'elle y joue. De retrouver encore ma famille, oui. Digital Congo, où j'étais assez fréquente. Bien sûr. Dans mes débuts. Et j'aime bien, je suis contente de revenir dans la maison. En tout cas, félicitations, parce que depuis, on ne s'est plus jamais revus. Félicitations pour ce mandat et nous espérons que tout se passera très bien. Merci et à tous ceux qui suivent Digital, un grand merci et salutations sincères. Rappelons que vous faites partie du CPCD, qui est le club des parlementaires congolais pour le développement, qui regroupe députés et sénateurs. Quelle est sa mission? Effectivement, dans le cadre de ma mission parlementaire, celui de contrôler, d'initier de lois, mais aussi d'accompagner l'exécutif dans la réalisation de leurs objectifs, aussi de promouvoir les desiderata de la population vers en initiative parlementaire et essayer d'écouter la population dans ce genre d'initiative ou c'est dans ce même ordre d'idées que 12 parlementaires, nous avons résolu de se mettre ensemble en fait pour se rapprocher, mais aussi pour initier des projets de développement. Parce que vous savez, lorsqu'on est élu, la plupart de membres de la population, des membres de nos bases disent que vous êtes partis, vous ne revenez plus. Et nous n'avons pas voulu faire cette cassure. Et par cette initiative extra-parlementaire, parce que le CPCD, le club des parlementaires congolais pour le développement, comme partout ailleurs dans le monde, c'est un groupe de lobby, mais surtout un groupe où nous avons décidé de nous mettre ensemble, nous soutenir mutuellement, mais aussi focaliser nos intérêts pour la population, travailler ensemble, nous accompagner dans nos territoires, dans nos bases mutuelles, se cotiser pour être fort sur terrain. Parce que vous savez, une œuvre que vous faites par synergie est plus efficace que ce que vous faites vous-même. L'union fait la force. Exactement. Et aussi mutualiser les efforts de nos initiatives de terrain, nos ONG et toute autre initiative de terrain pour évoluer, mais aussi pour être efficace. Absolument. Et au sein du CPCD, vous occupez le poste de rapporteur. Est-ce que vous avez un projet en particulier par rapport à ce poste que vous occupez au sein du club? Ouais, au sein du club, non seulement je suis rapporteur, mais aussi en fait la porte-parole. Ça veut dire que nous sommes là pour prêcher, mais aussi pour dire à la population que nous sommes là pour travailler pour la cause de la population, pour leur cause. C'est eux qui nous ont mandatés. Nous avons les devoirs d'aller partout, parce que nous sommes élus nationaux, et donc d'aller partout dans les circonscriptions des uns et des autres pour parler développement, mais aussi faire rapport du travail parlementaire que nous faisons. Voilà. Donc, nous n'allons pas nous limiter à nos bases, à ma base respective. Pourquoi pas aller à Chouapa, pourquoi pas à Manono, pourquoi pas, et ensemble avec ceux-là qui sont avec nous et qui ont accepté cette initiative pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi. Nous n'allons pas vers les ministres, nous les invitons. Nous invitons les ministres dans des cadres, dans un cadre bien établi pour échanger, savoir pourquoi ça ne va pas, pourquoi, et leur dire ce que pense la population par rapport à leur travail. Et ensemble, voir comment trouver des solutions. Dans le cadre de nos contrôles parlementaires, évidemment, exercer ce contrôle-là et aussi accompagner par des conseils, mais aussi par des suggestions. C'est vrai que, je l'ai dit tantôt, vous êtes en congé parlementaire. Beaucoup de gens se posent la question, lorsqu'un député part en vacances parlementaires, que fait-il exactement? Oui, les vacances parlementaires, vous devez rester à côté de la population, écouter, mais aussi faire rapport. Ce qu'a été le bilan parlementaire. Par exemple, notre session de mars passée,
Vous savez que juste quand la session a commencé et cette pandémie mondiale est venue, si bien qu'il a perturbé le travail de tout le monde, de toute la population, et même au niveau mondial avec le confinement. Mais cela ne nous a pas empêché de produire, d'avoir quand même une production parlementaire visible. Parce que par moments, les gens disent, mais les 146 territoires qui nous ont élus se posent des questions. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que, bon, voilà, nous étions en confinement. Non, vos parlementaires ont travaillé d'arrache-pied pour sortir la loi sur les personnes vivant avec handicap. C'est une première. Donc, les personnes vivant avec handicap seront prises en charge par l'État et par des dispositions qui sont contenues dans cette loi et que les ministères concernés vont essayer de trouver des mesures d'application par des arrêtés. Nous avons aussi réformé la loi agricole pour permettre aussi, non seulement aux agriculteurs nationaux d'avoir des productions beaucoup plus grandes, mais aussi permettre aux investisseurs de pouvoir exploiter nos terres et aussi dans un contrat gagnant-gagnant. Il y a eu des choses qui se sont adaptées, qui ont essayé d'être en adéquation avec la demande de la population. Nous avons aussi produit, vous savez, aujourd'hui, si la République n'évolue pas, c'est à cause de la corruption. Donc, nous avons mis en place une loi anticorruption avec l'initiative de notre collègue Lokondo. Nous avons aussi travaillé, je crois, sur reformuler les pénalités. La loi pénale, essayer d'adapter au contexte actuel les pénalités sur des personnes qui violent la loi et qui vont à l'encontre des lois de la République. Et il y a eu plusieurs autres, comment dirais-je, contrôles au niveau de la sécurité. Il y avait beaucoup de plaintes. Nous avons interpellé plusieurs fois le ministre de l'Intérieur qui a été là pour expliquer pourquoi il y a l'insécurité à Songololo, partout, à l'Est et en Zambie, etc. Nous avons aussi travaillé en commission, je crois là c'était la commission défense et sécurité avec le ministre de la Défense. Au niveau de ma commission, la nouvelle commission, commission d'évaluation et suivi, nous avons plus d'une fois reçu le DG de la SNEL, le DG de la Régie des eaux, pour transmettre les désarrois de la population quinoise et toute la population des 26 provinces sur la rareté, la pénurie de l'eau, la rareté du courant et tant d'autres problèmes. Et nous avons interpellé dans notre commission la ministre de l'économie face à ces prix galopants des produits de première nécessité. Et l'assiette du Congolais n'arrivait plus à nouer les deux bouts du mois avec le peu qu'il pouvait recevoir parce que les prix galopaient au jour le jour, pourquoi pas dire aux heures, quelles sont les dispositions qu'elle a prises pendant cette période de la pandémie et tant d'autres initiatives. Vous avez suivi la commission multisectorielle chargée d'évaluer l'impact des mesures anti-Covid a été mise en place. C'était une commission multisectorielle, ça veut dire plusieurs commissions qui se mettent ensemble pour voir l'impact. Parce que à très loin, il y a ceux-là qui ne croyaient pas et d'autres, donc une sensibilisation qui n'était pas assez bonne, adaptée. Nous avons eu des problèmes de paiement dans certains hôpitaux et donc plusieurs problèmes, des prises en charge, des tests qui devaient être prêts et nous avons essayé d'impacter et de donner des recommandations au gouvernement. Ça a été aussi fait avec le ministre de l'Enseignement secondaire et primaire qui est venu plus d'une fois dans nos sous-commissions. Ça veut dire que le travail parlementaire, en réalité, c'est que vous voyez en plénière n'est que peut-être 10% du travail d'un parlementaire. Il y a le travail en commission, en sous-commission, il y a des recherches à faire. Il y a, par exemple, maintenant en vacances parlementaires, je le suis certes, mais nous allons
Nous venons de l'institution de finances pour aller parler avec le nouvel inspecteur de finances pour savoir pourquoi les finances du Congo, pourquoi les recettes ne répondent pas à nos besoins, pourquoi nos recettes sont volatilisées, qu'est-ce qui se passe. Et là, je vous dis que j'avais des larmes aux yeux parce que ce pays mérite quand même de l'espoir. Nous, les élus, nous méritons de donner espoir à ceux-là qui nous suivent. Avec la corruption, avec les blanchiments, avec plusieurs fonds qui n'arrivent pas. Donc l'État n'arrive pas à renflouer ses caisses parce que le tout passe dans les mains des individus par des procédures que nous ne connaissons pas, des procédures d'urgence où on ne sait pas contrôler. Ça doit prendre fin. Absolument. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, si les vacances passées, nous sommes descendus sur terrain pour évaluer les 100 jours du gouvernement avec le groupe des députés de D10, la dynamique des 10 députés élus de Kinshasa. Donc nous avons été partout, dont je fais partie. Nous avons été partout dans les entreprises, mais aussi dans ces ouvrages que devaient produire les 100 jours. Nous avons dénoncé certaines irrégularités. Vous avez vu la suite. Et pour le moment, nous voulons voir qu'est-ce qui ne marche pas dans les finances de l'État, parce que les fonctionnaires pleurent, les enseignants pleurent, les militaires pleurent. Même les médecins aussi. Les médecins pleurent. Et donc, c'est catastrophique. Et si nous arrivons que d'ici août, on n'arrive pas à payer les fonctionnaires, et quel sera mon rôle? Celui de contrôler et de remettre les choses et d'interpeller ceux-là qui se méconduisent. Et donc, je vous dis, c'est plusieurs initiatives qui concourent à la bonne gouvernance et à accompagner le chef de l'État, Félix Tshilombo Tshisekedi. Et nous comprenons très bien, honorable, que le travail d'un député n'est pas du tout repos. Il doit donc être très bien entouré. D'ailleurs, à l'arrivée à l'Assemblée nationale, aussitôt arrivé, vous avez initié quand même il y avait des innovations pour que le député soit bien entouré, pour qu'il puisse bien remplir sa mission. Exact. En tout cas, lorsque nous avons eu à adopter le règlement intérieur, moi j'ai initié une proposition, celui d'avoir 2 assistants parlementaires. Pourquoi je le dis? Si le finance évidemment le permettait. Pourquoi j'ai fait cette proposition? Parce qu'un parlementaire, c'est d'abord la recherche. Donc un assistant de recherche qui vous aide à être performant partout et dans tous les domaines, et aussi un assistant de terrain. Comment comprendre qu'un élu de Lualaba qui est ici avec son assistant parlementaire, et encore qu'un assistant parlementaire, ce n'est pas celui-là qui est garde du corps pour tenir votre sac, ainsi de suite, du tout, et qu'il y a des problèmes à Lualaba et il n'a pas le feedback voulu. Mais c'est cet assistant de terrain qui doit collecter tous les désidératas de la population, vous les faire parvenir et ensemble transformer en une initiative, une question écrite, une question orale, une question avec débat, etc. Et voilà, malheureusement le budget jusque-là ne l'a pas permis. C'est vrai que l'option était bien. Et puis aussi, j'ai voulu que l'assistance soit maintenant prise en compte comme personnel politique, que les conditions de l'assistance soient améliorées pour qu'il puisse produire un travail de qualité. Absolument. Parce que lorsque vous avez un assistant efficace, vous-même vous êtes efficace, vous allez produire un travail attendu par la population. Et vous ne serez pas des spectateurs ou spectatrices, mais vous serez effectivement comme celles qui proposent, celles qui participent, qui innovent, qui changent, parce qu'un parlementaire, c'est parler, c'est discuter, c'est changer les choses, c'est bouger, c'est innover. Nous devons aussi voir comment les autres parlementaires congolais,
africains, européens, comment ils ont abordé tel sujet et comment nous l'abordons, comment ils sont passés par tel objectif, parce qu'eux aussi essayent de voir comment comment nous initions, comment nous nous en prenons avec les initiatives parlementaires. Quant au vote, évidemment, c'est encore une autre paire de manches, parce que nous, femmes, nous sommes une soixantaine sur 500 hommes. C'est pas évident que nous puissions faire passer une loi seuls. Mais ensemble avec les hommes, nous pouvons faire passer une loi. Et ensemble avec, nous sommes dans la majorité FCC-CAJ, ensemble avec l'opposition, nous pouvons faire passer une initiative pour l'intérêt supérieur de la population. C'est un peu ça. Solange Massomboko Nyenyezi, rappelons que vous êtes députée nationale élue pour le compte de l'AFDC. C'était en 2018 lors des élections législatives. Alors comment se sont passés les premiers jours au Parlement? Étiez-vous accompagnée à l'Assemblée nationale? Comment c'était? Oui, le premier jour au Parlement où on nous a, je ne sais pas comment on appelle ça, où on nous a légitimés. J'étais accompagnée par la base, par mon conjoint, mon association ADA, que tous étaient contents de me voir enfin arriver, parce que j'ai beaucoup lutté, milité pour la promotion de la femme, pour l'implication de la femme dans les institutions législatives, pourquoi pas exécutives et dans toutes les autres institutions, et que une fois arrivé là, c'est encore une voie de plus pour faire bouger les choses. Donc j'étais vraiment accompagnée et j'ai senti que toutes ces personnes qui croyaient en moi étaient très contents. Ça ne se limite pas là, mais c'est en moi, ça a créé un autre défi. Le défi de ne pas décevoir ces personnes et de donner le meilleur de moi-même pour poursuivre le travail de terrain, mais pour être aussi efficace en transformant ces plaintes et ces problèmes en initiatives parlementaires. Et élu en 2018, nous sommes en 2020. Quel bilan présentez-vous pour ces 2 ans de mandat, pour ce tout premier mandat à l'Assemblée nationale? Oui. Et donc, c'est à peine, on peut dire, une année, parce que nous avons commencé en début 2019. Oui. Ouais, c'est vrai. Une année et demie. Oui. Une année et demie. C'est 2 sessions par an. Donc, ça fait 4 sessions. Nous avons participé activement au vote de la loi financière qui était évaluée à 10 milliards. Mais avec la Covid-19, c'est pratiquement impossible. Oui, il faut être réaliste. Impossible. Il y a des petits ajustements à faire compte tenu de plusieurs problèmes. Aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus des réserves de la République. Il y a beaucoup d'exonérations, 40% d'exonération des recettes de l'État. Vous comprenez que l'État ne maximise pas beaucoup. Et donc, il faut contrôler tout cela. Et donc, le bilan, je peux dire, c'est... Nous sommes un peu sidérés de voir que le Congolais n'est pas encore satisfait sur son assiette. Sur son social. Son social. Nous avons certes la gratuité de l'enseignement, mais nous avons encore beaucoup à faire sur le plan sanitaire. L'accès des soins de santé, l'accès au financement, l'accès aux produits financiers, mais aussi le contrôle véritable, la lutte contre la corruption, qui sont tant de choses qui gangrènent la nation congolaise. Donner l'espoir à la jeunesse, parce que la jeunesse a perdu espoir. Oui. Elle est dans les WhatsApp, abandonnée. Oui. Manque de repères. Manque de repères, ne croit plus en elle. Et finalement, donc, tourner, utiliser à gauche, à droite, dans les QG politiques. Et
elle est là peut-être pour comment maximiser une rumeur et tout, alors que les jeunes devaient croire à la relance de ce pays, ce grand Congo. Les jeunes devaient croire que demain serait mieux et demain doit être mieux. Les jeunes devraient croire que c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain que nous devons impacter notre pays. Nous devons commencer par l'aimer, prier pour ce pays et ensuite agir, s'autonomiser en créant de l'emploi. Aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes qui manquent d'emploi, qui terminent des études et qui manquent d'emploi parce que seulement nous avons aussi plusieurs options qui sont en adéquation avec la demande. Et essayer d'orienter vers des secteurs beaucoup plus prometteurs et utiliser la main-d'œuvre locale congolaise et diversifier. On a tant de défis, mais le meilleur défi, c'est quoi? C'est garder la démocratie, consolider la démocratie et protéger les institutions. Les jeunes ne doivent pas, comment dirais-je, participer à la destruction de cette jeune démocratie, utilisée pour détruire cette démocratie, cette alternance qui a été obtenue vraiment difficilement. C'est d'abord, le Congo, c'est un exemple pour l'Afrique. Et donc, nous devons sauvegarder ce que nous avons de plus précieux, de ne pas perdre le repère, mais croire que si nous pouvons innover, nous pouvons véritablement être sérieux dans ce que nous faisons, nous allons récolter. Vous avez vu mon parcours depuis mon jeune âge dans la lutte pour la promotion de la femme. Et aujourd'hui, je suis là, je continue à lutter pour que cette jeune fille ait des repères, qu'elle ait de mentors, qu'elle soit encore éclairée. Vous savez, j'étais dernièrement dans le site de Caillasse, dans une carrière de Caillasse, où j'ai vu des jeunes filles qui ont... Des casseuses de pierre. Des casseuses de pierre, qui ont terminé des études, mais qui n'ont pas d'emploi. Et qui se focalisent dans ce métier, mais qui ils ne sont pas protégés, n'ont pas accès aux soins, n'ont pas accès à certains financements pouvant leur permettre de bien faire ce travail. Vous voyez des femmes et des jeunes filles qui produisent des œuvres artisanales à la main, faites, mais qui manquent de financement. Tout ça, c'est des choses qui dépassent et qui demandent à ce qu'on agisse, pas demain, mais maintenant. Agir maintenant pour le bien-être de notre nation. Absolument. Vous l'avez vous-même dit dans cette nouvelle Assemblée nationale, une 60aine de femmes est élue sur les 500 députés, ce qui fait à peu près 10,3 ou 4%. Alors, qu'est-ce qui reste à faire pour rendre la parité stricte? La parité stricte, c'est, nous l'avons dit la fois passée, c'est une discrimination positive. Essayer de prévoir des sièges réservés uniquement pour la compétitivité des femmes, pour essayer de faire comme un boom, trouver une solution, réserver par exemple 30% des sièges pour la simple compétitivité des femmes et puis les 70% mettre les deux. Et cela, ça demande une révision de la loi électorale. Pour arriver à cela, ce n'est pas facile parce que pour voter cette loi, il faut les hommes et les femmes. Donc il faut qu'on se mette d'accord. On s'est dit où est-ce que nous allons si nous voulons bâtir une nation stable, une nation qui prend en compte les femmes et les hommes, qui prend en compte aussi les efforts des uns et des autres. Elle doit être équilibrée et doit faire participer tout le monde. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facilité parce que moi j'ai été élue sur base d'un choix de plusieurs hommes et des femmes et donc je crois qu'au Congo il y a des femmes compétentes qui peuvent aussi participer à la Res Publica dans ce sens-là au niveau du Parlement, mais dans les institutions c'est plus facile parce que c'est la nomination, ce sont les nominations et donc il y a moyen d'aller graduellement. Nous avons une loi qui demande à ce que 50% des femmes participent
Mais nous pouvons aller graduellement à 30%, 40%, et un jour on arrivera à 50%. Ce n'est pas mal parce que j'ai dit toujours à mes collègues hommes, vous avez des filles, vous avez vos mères et vous avez toujours des bons souhaits pour vos filles, vos sœurs. Et donc, ce sont ces femmes-là qui sont vos mères, vos filles, vos sœurs. Oui. C'est d'elles qu'on parle, ce n'est pas d'autres. Donc, voilà. À l'Assemblée nationale, la femme a aussi droit à la parole. Beaucoup se plaignent du fait que cette femme parlementaire n'est pas participative. Elle laisse la place beaucoup plus aux hommes. C'est vrai qu'elle est minoritaire, mais on sent qu'elle reste un peu dans son coin. Pourquoi, d'après vous? Moi, je comprends la plainte des uns et des autres. Est-elle intimidée? Non, du tout. Moi, je comprends la plainte des uns et des autres, mais vous savez, 60 femmes parlementaires sur 500. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça veut dire que nous avons 10% des femmes sur 100%, sur 90% d'hommes. Bien sûr. Donc, lorsque 9 hommes doivent passer, une femme peut passer pour que ça fasse équilibre. Et alors, et là, du coup, on a tendance à croire qu'elle ne participe pas. Parce qu'il faut que 9 hommes passent pour voir une femme passer. Parce qu'on accorde la parole aux groupes parlementaires, ce sont les groupes qui désignent. On ne va pas te désigner tous les jours toi seul. On va désigner aussi les autres, et à tour de rôle. Et donc, le travail parlementaire, les plénières, c'est 10% du travail qu'on doit faire. Il y a des femmes qui travaillent en commission, fortement. Et donc, il y a aussi le travail de recherche, le travail qu'on doit faire soi-même pour initier, pour écrire une loi. C'est aussi un travail. Ça ne demande pas de trop parler, mais c'est d'écrire cette loi, d'introduire comme proposition et suivre le schéma, le bon schéma. Et donc, c'est tout à fait normal, mais nous avons une speaker femme qui accorde de manière égale, équilibrée, aux hommes et aux femmes la parole. Et je crois qu'il n'y a pas une discrimination à faire là-dessus. Mais ce qui est sûr, ce que nous devons, vous savez, nous devons aussi travailler sur terrain pour rendre compte de ce que nous faisons au Parlement. Et vous savez, face à la misère de la population, lorsque vous allez rendre compte, les gens vous regardent avec désespoir et attendent une solution de vous pendant que vous n'êtes pas l'exécutif. C'est ça, oui. Vous savez, aussi c'est ça le problème. Oui. Vous êtes obligé de chercher des voies et moyens pour apporter tant soit peu le sourire, l'espoir, pour relever l'espoir de ces hommes et ces femmes qui vous ont élus. Ils ne vont pas se contenter des discours, malheureusement. Pendant que le rôle d'un député n'est pas à l'exécutif, n'est pas les érosions, mais vous êtes obligé d'aller pour soulager la misère de la population, mais aussi faire des actions concrètes. Vous n'allez pas visiter une érosion 2 fois et puis voilà, j'ai interpellé le ministre et je m'arrête là, non. Il faut le suivi, il faut faire le suivi. Mais il faut aussi des initiatives telles que des sacs. Pendant que c'est l'État qui doit, mais l'État est débordé. Vous mettez aussi la main à la pâte. Vous achetez des sacs, vous motivez les gens du quartier pour essayer de trouver des actions. Donc vous êtes à l'initiative de plusieurs projets de développement. Et quand on dit à l'initiative, il y en a d'autres que vous devez financer vous-même. Et ça, des fois, c'est compliqué. Et le rôle d'un parlementaire congolais devient tout différent d'un autre parlementaire ailleurs. Et vous le dites parce que vous-même, vous demeurez très actif sur le terrain et même très proche de votre base. Hein. Vous qui avez été élu pour le compte de la circonscription de la Lukunga, vous restez vraiment très proche de la population avec beaucoup d'activités que vous avez eu à mener. Vous qu'on appelle la chouchou du coin, c'est-à-dire de ce secteur-là. Alors dites-nous, quelles sont les actions prioritaires que vous avez pu mener au sein de la Lukunga et les actions qui restent à venir? Oui, comme mon combat d'antan, c'est l'autonomisation de communautés. Nous avons mis en place une caisse d'entraide et de solidarité mutuelle. Une fois élus au Parlement, nous avons
contribuer à cette caisse-là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient en rescousse aux petites unités de production. C'est comme une caisse noire. C'est comme une caisse d'entraide et de solidarité populaire où les gens peuvent accéder au microcrédit remboursable sans intérêt et ainsi essayer de roter, donner aussi aux autres. Mais vous savez, avec ses propres émoluments, on ne peut pas faire des miracles. Pas facile. Voilà pourquoi on cherche des financements, des projets à impact visible. On cherche des partenaires pour appuyer ces initiatives, pourquoi pas, qui sont salutaires pour la population. Nous sommes là, nous sommes à la 8e édition de notre caisse d'entraide et de solidarité populaire. Nous devons servir 500 micro-entrepreneurs. Quand je dis micro-entrepreneurs, c'est des toutes petites unités de production. Toutes petites, oui. Vraiment. Et vous venez à la rescousse. Heureusement que le CPCD, le club des parlementaires, nous a appuyés. Et ainsi donc, nous allons arriver jusqu'à plus de 1000 micro-entrepreneurs qui seront appuyés à la Lukunga, mais ceux-là qui ont subi l'isolement de la Covid et qui ont quelques petits problèmes, nous allons les accompagner, pas seulement en espèces, mais aussi par des matériels que nous allons mettre à leur disposition. Et plus encore, c'est des formations. Des formations sur la gestion, des formations sur la diversification des produits, mais aussi des échanges, de moments d'échange d'expérience qui permettent aux uns et aux autres de s'émuler et de savoir que les difficultés que l'autre est passé par cette difficulté, moi je peux m'en sortir en faisant tel ceci. Et en primant aussi les meilleurs, celles qui s'en sortent, pour les ceux qui s'en sortent pour les encourager. Ce n'est pas facile. Je crois que c'est le rôle de l'exécutif. Donc nous en appelons au ministre des PME pour venir en appui à ces micro-entrepreneurs en réalité qui, une fois qu'ils achètent la taxe, sont en réalité, peuvent travailler peuvent être formalisés parce que là ils sont en informel et c'est un manque à gagner pour l'État. Et voilà pourquoi je crois que nous devons collaborer avec certains membres de l'exécutif pour trouver de façon pérenne une solution à ces petites unités de production, à ces micro-entrepreneurs qui contribuent. Vous savez que l'informel contribue à plus de 70% de l'économie congolaise. Donc il y a moyen de les encadrer, il y a moyen de les impulser et comme ça, là, nous pouvons aussi arriver à l'autosuffisance alimentaire, surtout les femmes agricultrices. Elles travaillent beaucoup, elles produisent et par moments, elles ne gagnent pas ce qu'elles devaient gagner. Donc, les mettre en coopérative, les organiser en coopérative et chercher les clients. Et comme ça, là, ça les encourage à produire davantage. Parce que si vous avez produit 4 bassins cette semaine de piment et que vous n'avez pas pu écouler parce que la marchandise a traîné en route, vous voyez, ça décourage. Prochainement, vous allez amener que 2 bassins. Alors que si la route est bonne et que vous arrivez à écouler, et comme ça, vous ne vous occupez qu'à produire, ça c'est une très bonne chose. Donc, et lorsque nous aurons l'autosuffisance alimentaire, nous pourrons aussi penser à exporter et faire entrer des dollars dans ce pays pour maintenir l'équilibre monétaire. Et en parlant de la Covid, vous aviez dernièrement, lors du confinement, organisé une campagne de sensibilisation pour justement la population de votre base par rapport à cette crise sanitaire du coronavirus. Pourquoi était-il si important pour vous de l'organiser? Oui, parce que j'avais remarqué que, en fait, dans les marchés, surtout, dans les marchés, les grandes surfaces où beaucoup de gens se retrouvaient, les gens avaient tendance à mettre en arrière-plan la Covid. Ça veut dire que quand cette femme-là qui va vendre ses légumes et qui doit se contenter d'un 10 000, et lequel 10 000, elle va peut-être orienter la moitié
dans le repas du jour. Et donc, pour elle, prendre les mesures, ça vient un peu en arrière-plan. Parce que la survie d'abord. Alors, il fallait leur dire que même pour survivre, avant de survivre, il faut aussi porter les masques. Parce que vous vous protégez contre l'acheteur qui vient acheter. Vous protégez aussi vous-même. Et donc, mais c'est difficile, je vous dis, c'est difficile aujourd'hui. Donc, il y a un grand travail de sensibilisation à faire. Parce qu'il y a aussi des réseaux qui ont relayé des mensonges. Il y a certaines chaînes qui ont relayé des mensonges. Et ça a créé comme ça une désinformation qui porte à croire que bon, cette maladie-là n'existe pas, c'est pour les Blancs. Alors qu'elle a fait beaucoup de victimes. Nous avons vu des mamans, des papas, des cousins, des personnes que nous connaissons partir, ces personnes qui nous étaient très chères, partir, mais jusque-là, on dit toujours que cette maladie n'existe pas. C'est incroyable, c'est inconcevable. Je crois que la sensibilisation doit commencer dans les ménages, dans les centres de santé. Si on peut aussi décentraliser le dépistage Covid dans les centres de santé de chaque quartier, de chaque commune, cela sera efficace. Parce qu'aujourd'hui, même quand une personne a des signes, elle a honte d'aller parce qu'elle se dit bon, je serai mise en quarantaine, loin de ma famille et tout, loin de ma famille, je suis malade et donc ça devient. Moi, j'ai perdu une femme de mon association, en fait, qui avait les signes. Et quand on lui a dit, elle habite Kindélé, quand on lui a demandé d'aller se faire soigner aux cliniques universitaires qui étaient répertoriées parmi les centres pouvant donc soigner, elle s'est dit non, mais là, on va me retenir. On va me faire passer pour quelqu'un qui est atteint. Et donc, je préfère aller ailleurs. Et là, la prise en charge n'a pas été aussi efficace. Et je vous dis que c'était horrible. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle est partie. Et donc, nous avons un rôle à poursuivre la sensibilisation. Parce que nous devons vivre avec cette pandémie meurtrière, cosmopolite et qui ne choisit pas des couleurs. Nous devons vivre avec. Bientôt, les élèves vont reprendre les études. Je crois que nous devons aussi sensibiliser dans les écoles, auprès des enseignants, pour que les mesures de distanciation, les mesures lavage des mains, les mesures du port de masque soient des stricts respects. Bien sûr. Oui. Vous avez également participé au lancement des éco-clubs pour la promotion de l'environnement à Mangafula. Oui. Quelle est sa mission? Ouais. Nous avons donc participé au lancement des éco-clubs, mais aussi participé donc aux 5 milliards d'arbres, donc le plantage de 5 milliards d'arbres qui a été inauguré par le chef de l'État. Et comment nous avons pensé le faire? Commencer par ramasser des sachets. Oui. Ah oui. Et sur base, à partir des sachets ramassés, nous pouvons créer des pépinières et puis des plantules d'arbres parce que nous avons des espaces de l'ONG a de plus de 5 hectares qui seront des pépinières et commencer à créer des éco-clubs dans les écoles. Parce qu'on s'est dit pour lutter contre le réchauffement climatique, il faut aussi partir avec les élèves. Dès le bas âge, chaque élève doit savoir qu'il doit planter au moins un arbre. Il doit savoir comment le faire et pourquoi le faire et qu'est-ce que ça nous évite. Alors, c'est comme ça. Malheureusement, la Covid a perturbé. Maintenant que les cours vont reprendre, nous allons encore poursuivre cet élan dans les écoles, toquer pour créer des éco-clubs dans lesquels les jeunes vont parler de l'écologie, de l'environnement, des méfaits du changement climatique, aussi des dispositions à prendre pour être résilient, que le Congo soit résilient, mais nous-mêmes aussi. Voilà. C'est vrai, c'est grâce justement à vos actions en tant que militante associative que vous êtes aujourd'hui au Parlement pour représenter justement cette population et à travers l'ADEAC aussi qui lutte pour le développement des communautés vulnérables. Vous avez organisé beaucoup d'activités qui aujourd'hui ne cessent de se faire parler d'elles. Mais quelles sont les plus mémorables parmi ces activités organisées par l'ADEAC depuis 2005 jusqu'à ce jour?
Vous savez, ce qui m'a toujours marqué, c'est l'engouement des femmes à la formation. Et là, je vous dis, j'ai eu plus de 1000 femmes, plus de 500 femmes dans une salle, sans avoir donné un rond, pour venir écouter, pour venir être formées, pour venir échanger, pour venir apprendre comment être autonome. Ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit, ben, la femme congolaise, elle a soif. Et aussi, une des choses qui m'avait marqué, c'était après une formation sur l'entrepreneuriat, on se dit, ben, on va y aller, on doit créer quelque chose, on va se cotiser. Chaque femme s'est décidée de mettre $1, d'épargner $1. Et après quelques temps, nous avions $2500. Wow. Et les $2500 des cotisations des membres nous ont permis de commencer un projet, un petit projet de tontine. Ça veut dire où vous prenez cet argent, vous prêtez aux uns, ils travaillent avec et ensuite les autres prêtent, ainsi de suite. Et par là, nous avons bénéficié du projet de la BAD, du financement de la BAD, avec cette expérience que nous avons commencé nous-mêmes par les cotisations des membres. Et jusqu'alors, les membres cotisent toujours. Ils cotisent pour une autoprise en charge, pour l'entraide mutuelle et aussi pour, en réalité, promouvoir les œuvres des femmes. Nous avons décidé cette année de créer des groupes, des coopératives, selon les métiers. Et donc, je me battrai, je toquerai partout pour que cette femme soit autonome, cette femme congolaise qui a non seulement participé pour la paix au pays, mais aussi elle participe pour nourrir son foyer, mais qu'elle soit aussi épanouie par son travail, qu'elle puisse aimer le travail. Et par là, j'ai souvent vulgarisé les 3T, le talent qui est inné et qui s'apprend, le temps et le travail. Donc c'est par le travail que nous pouvons aujourd'hui nous en sortir et être cités comme des modèles. Vous savez, dans d'autres pays, on félicite beaucoup la femme congolaise par son initiative, par son implication dans la résolution des conflits. Les femmes, nous devons être partisans des paix et non des injures, des discussions. Non, nous devons être là pour la paix. Parce que quand il y a la paix au Congo, nous allons véritablement développer, nous serons véritablement développés et être un pays prospère. Les femmes, nous sommes artisans de la sincérité, nous sommes aussi artisans de la femme aime bien faire ce qu'elle aime, elle le fait bien. Nous devons être passionnés par notre travail et ne pas se décourager, parce qu'en réalité, peut-être que vous ne savez pas comment vous êtes des êtres magnifiques et des êtres en réalité qui donnent l'espoir, parce qu'une femme qui éduque tout un foyer, qui gère tout un ménage, lorsqu'on lui donne une entreprise pour gérer, c'est tout à fait normal. Bien sûr. Parce qu'elle le fait déjà. Elle le fait déjà. Elle a ça dans le sang. Et donc, coup de chapeau à ces jeunes filles qui ont décidé de ne pas se prostituer, de ne pas voler, mais de travailler pour s'autonomiser et être un exemple. Et à ces jeunes garçons aussi qui ont décidé d'apprendre un métier pour s'en sortir et devenir un jour des hommes d'affaires riches. Parce que la richesse, ce n'est pas dans la politique, la richesse, c'est dans les affaires. C'est dans les entreprises, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, voilà. Et aussi la persévérance. Croire, persévérer, et c'est ça le secret. Solange Massomboko, femme courage au sein de la FDC, militante associative, aujourd'hui députée nationale, également assistante à l'UPN. Oui, assistante à l'UPN, mais en fait je suis en train de faire mon doctorat, donc mon DA. Je continue dans la communication politique, dans l'analyse du discours. Ce n'est pas facile. Les femmes, nous sommes appelées à avoir 1000 bras, 2000, pourquoi pas 3000? Parce que nous avons nos enfants, nous avons des plus jeunes qui nous regardent et donc nous sommes des modèles. Je continue encore à... Et comment faites-vous pour gérer tout ça? C'est vraiment essayer de gérer le temps.
Essayer vraiment de gérer les temps, se lever trop, dormir tard et se faire accompagner, où on a des experts, on a quand même une équipe qui peut aussi nous aider à faire certaines choses. Voilà. Une dernière question avant de mettre un terme à l'entretien de ce soir. Comment envisagez-vous votre avenir politique? Mon avenir politique, moi j'envisage poursuivre mon cursus académique en tant qu'enseignant et ce que je vais capitaliser politiquement, je vais en faire de théories scientifiques basées sur les réalités vécues sur terrain. Et donc je me vois poursuivre l'enseignement comme mon père. Bravo et bonne continuation. Merci. Merci à vous, honorable. Nous étions bien sûr en compagnie de Solange Masumbuko Nyenyezi, députée nationale, élue de la circonscription de la Lukunga, ici à Kinshasa, pour le compte de l'AFDC, l'Alliance des forces démocratiques du Congo. Elle fait également partie du CPCD, le club parlementaire des Congolais pour le développement. Et bien entendu, avec elle, nous avons réfléchi sur la place qu'occupe la femme au sein du Parlement, ainsi que le rôle qu'elle y joue et pourquoi pas des changements à y apporter. Merci à vous de nous avoir suivis. Place à présent à la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Jamais autant de filles dans le monde n'ont été à l'école. Une bonne nouvelle à regarder de près, car si le nombre des filles non scolarisées a chuté de 79 millions en 20 ans, 12 millions sont mariées de force et 4 millions risquent de subir des mutilations génitales. 25 ans après la déclaration de Pékin pour la promotion des droits des femmes et des filles, le chemin reste encore long. De fait, les barrages subsistent à l'accès des filles à l'école qui, dans de nombreux pays, passent encore par les hommes. Et c'est aussi vis-à-vis de ses frères. L'espace des garçons et des filles à la maison n'est pas le même. Par exemple, une fille ne joue pas dehors, précisent les éducatrices. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné comme actes inhumains les féminicides qui, selon la police, ont grimpé en flèche depuis l'assouplissement qu'il a décrété dans son pays, le plus touché par le coronavirus en Afrique. L'un des plus terribles de ces féminicides a été celui d'une femme enceinte de 8 mois dont le corps a été retrouvé poignardé et pendu à un arbre il y a plusieurs semaines à Roodeport, une banlieue de l'ouest de Johannesburg. Quelques jours plus tard, soit le 12 juin 2020 dernier, le corps d'une autre femme a été retrouvé enterré sous un arbre à Soweto. Mais la police a fait état de plusieurs autres cas de féminicide dans tout le pays ces derniers jours et durant le confinement, la situation de certaines femmes s'est aggravée. Les autorités saoudiennes ont ordonné l'arrestation de la rappeuse saoudienne Asayel Sly. Dans son clip Mecca Girl, traduisez La fille de la Mecque, la chanteuse salue le courage des femmes vivant dans la plus grande ville sainte de l'islam et les qualifie de bonbons en sucre. Un texte qui offense les coutumes et les traditions de la Mecque, selon le gouverneur de la Mecque, Khaled Al-Faisal. Ces propos ont suscité sur Internet une vague indignation. D'autres, en revanche, se rangent du côté des autorités, demandant qu'elle soit emprisonnée puis expulsée. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. يديك بكتشف فكك من التليك قلب ابيض زي الجبنه كلامها عسل ولبنه بيها حتكمل السنه معاها حياتك حتقلب جنه والله حزينه يا حسره. Tout est bien qui finit bien. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous de l'avoir suivi avec un aussi grand intérêt. Rendez-vous la semaine prochaine.